Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info pour ce tour d'horizon quotidien de l'actualité. Dans cette édition, l'hommage rendu à Lucien Alavena au site d'émetteur de Radio Monte-Carlo à la Madone à Peille. Décédé en 2018, il était l'un des grands noms d'RMC. La jauge de spectateurs réduite a été officiellement abandonnée. Le gouvernement l'a annoncé vendredi. Une bonne nouvelle pour les domaines de la culture et du sport. Jean-Louis Grinda, le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, sera notre invité à quelques jours de l'ouverture de la saison 2021-2022. Il nous dira également comment il entrevoit l'après, puisqu'il s'agit de sa dernière programmation. Nous évoquions hier la reprise tonitruante des congrès. Nous irons dans les allées du Luxe Pack pour découvrir les nouvelles tendances de l'emballage de luxe. Il compte plus de 500 adhérents. Le club des résidents étrangers de Monaco fait sa rentrée. L'occasion de faire le point avec son directeur, Chris Donte, sur la situation des différentes communautés étrangères de Monaco. La crise a-t-elle freiné les expatriations ou non? Nous lui poserons la question. L'exposition universelle de Dubaï ouvrira officiellement ses portes vendredi. C'est le chef Philippe Johannes qui est en charge de la restauration. Il nous révélera ce qu'il a prévu pour les visiteurs. L'association monégasque Les Enfants de Francky met un point d'honneur à se montrer solidaire au-delà des frontières, notamment dans le département des Alpes-Maritimes. Elle vient de financer un sentier sensoriel dans un centre parents-enfants situé à Cannes. Mais c'est tout d'abord sur les hauteurs de Monaco que nous allons nous rendre, à Peille, où a été inauguré ce matin le site Lucien Alavena, du nom de celui qui a contribué aux grandes heures de Radio Monte-Carlo, avec toujours beaucoup de discrétion, d'élégance et de professionnalisme. Le centre de la Madone accueille un émetteur d'RMC depuis plusieurs décennies. Le reportage sur place de Fabien Bonilla et Orazio Gaggino. Elle touche presque le ciel. Ces grandes colonnes de fer entourent un bâtiment, le centre émetteur de la Madone, un site pensé par un homme qui nous a quittés il y a 3 ans, le directeur technique historique de Radio Monte-Carlo. Après avoir été inauguré et baptisé ce mardi matin, ce site s'appelle désormais le centre émetteur Lucien Alavena. Il était à l'origine de toute l'évolution de Radio Monte-Carlo qui est passée d'une petite station régionale à une station de portée nationale, puisque c'est lui qui a créé le centre de la Madone, qui a créé Romoul, qui a retransformé le centre de la Madone. Bref, c'est Monsieur Alavena, c'est Radio Monte-Carlo et la diffusion de Radio Monte-Carlo. Ils sont venus nombreux lui rendre hommage, le souverain, les plus hautes instances de la principauté, ses amis, dont de grandes voix qui ont contribué au rayonnement de cette radio, et bien sûr, sa famille. C'est une émotion très forte. L'attachement pour papa l'était. Il nous a formés, il nous a transmis. Et nous vivons avec lui pour continuer ce qu'il a réussi à accomplir et puis ce qu'il nous a enseigné. Donc je pense que pour toute notre famille, qui vous le savez, est enracinée à Monaco depuis plusieurs siècles, c'est une émotion extrêmement forte. Et puis évidemment la présence du prince souverain et de l'ensemble du gouvernement, des autorités françaises, de tous ceux qui ont travaillé avec lui, ajoute à l'émotion que nous ressentons. C'est beaucoup d'émotions, effectivement, pour maman, pour Jean-Luc, qui a beaucoup travaillé sur ce projet. Je crois que c'est important. La reconnaissance, ce qu'on peut encore appeler un honnête homme, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé toute sa vie dans une entreprise, qui a contribué à son développement et qui en a fait une des plus grandes radios de France. L'ingénieur Lucien Alavena rejoint RMC en 1955. Il devient directeur technique et conçoit le premier émetteur de la Madone dans les années 60, ce qui a permis à RMC de devenir une radio régionale. Puis dans les années 70, il crée le site de Roumoul. RMC devient alors une véritable radio nationale. De 4% d'audience, Radio Monte-Carlo passe à 12% d'audience. RMC est alors une des 3 premières radios de l'Hexagone. Vanessa Dessy nous rejoint. Parmi les autres grands titres de l'actualité, le taux d'incidence de la Covid-19 poursuit sa baisse. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, le nombre de tests réalisés sur des patients résidents et non résidents entre le 20 et le 26 septembre est de 4 711 tests PCR et antigéniques pour un taux de positivité de 0,72%. Le taux d'incidence, soit le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, est de 33,90. Le bilan sanitaire de la principauté s'élève donc à 3 306 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise.
La mission pour la transition énergétique porte la bonne parole et encourage à adopter les bons gestes, que ce soit au niveau individuel ou collectif dans le cadre professionnel, avec cet exemple aujourd'hui auprès des personnels d'un grand établissement hôtelier. 4 demi-journées d'ateliers de sensibilisation à la transition énergétique de Monaco ont été organisées à destination du personnel du Métropole. Créé en 2016, pour rappel, la transition énergétique prolonge l'action du souverain en faveur de la préservation de l'environnement. Des rendez-vous avec différents acteurs ont lieu tout au long de l'année. Monacotech lance un nouvel appel à candidature. Afin de recruter des projets innovants, à fort potentiel de croissance et capables de se développer en principauté, les secteurs du bio, du yachting et du digital sont particulièrement concernés. La principauté est la place idéale pour développer des projets à vocation internationale afin d'expérimenter des applications, produits et services novateurs basés sur la technologie 5G. Le processus de sélection débutera par un dépôt de dossier de candidature possible jusqu'au 25 octobre prochain. Avis donc aux startups prometteuses. C'est le 8 octobre que débutera la saison 2021-2022 de l'Opéra de Monte-Carlo avec un récital d'Angela Gheorghiu. Cette nouvelle programmation, la dernière de Jean-Louis Grinda, s'annonce magistrale et pleine d'espoir avec une crise qui semble pour l'heure marquer le pas, ce qui a permis des assouplissements pour les mesures sanitaires en vigueur. Le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo est notre premier invité. Jean-Louis Grinda, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être ici aujourd'hui en plateau dans nos locaux de Monaco Info pour évoquer la rentrée de l'Opéra de Monte-Carlo. Une rentrée qui s'accompagne d'une nouvelle très positive. J'imagine vendredi, le gouvernement a annoncé que la jauge des spectateurs pour les événements culturels et les événements sportifs allait disparaître. Oui, alors c'est une nouvelle qui était attendue, vu le contexte local qui s'améliore sensiblement, vu le contexte aussi qui nous entoure, parce qu'on ne peut pas faire fi de ce qui se passe dans les deux grands pays voisins. Et donc le fait d'avoir des jauges complètes, mais avec un public masqué auquel on ne demandera pas le pass sanitaire, puisque notamment à Garnier, nous sommes à moins de 1000 personnes, tout ça est assez encourageant. Vous savez que on a dû être prudent. La principauté, grâce à la volonté du souverain, a souhaité poursuivre une activité culturelle soutenue l'année dernière et qui a rencontré un très vif succès. Oui, parce que finalement, est-ce que vous n'avez finalement peut-être pas tant souffert que ça de la crise par rapport à d'autres? Est-ce que ce que l'on a appelé l'exception culturelle monégasque, vous en êtes fier? Cette façon de soutenir les acteurs culturels, ça n'a pas été le cas dans d'autres pays qui n'ont pas voulu ou n'ont pas pu. Oui, alors évidemment, j'en suis fier. Le plus important, c'est qu'on a joué. On a fait toutes nos représentations, les ballets, l'orchestre philharmonique, le Printemps des Arts. Donc c'est global, c'est un succès global. Moi, j'en suis encore plus fier et reconnaissant au gouvernement parce qu'on a pu donner du travail à beaucoup de gens. Car l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que plus personne n'avait de boulot. Et nombre aujourd'hui sont les artistes lyriques, par exemple, qui ont 35, 40 ans, qui arrêtent leur carrière parce qu'ils n'ont pas eu de travail pendant 18 mois. Et dans certains pays, notamment la France, ces artistes ont été particulièrement aidés. Il y a eu des très grands efforts de fait pour les intermittents, enfin tout le monde a bien compris, qui a permis de maintenir le niveau général. C'était pas parfait, mais évidemment, ça existait. Des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, ça n'existait pas. Et comme ça n'existait pas, des pans entiers de l'activité ont disparu. Ça, c'est vraiment dramatique. Donc ici, nous avons été particulièrement protégés. Et je crois que le public nous en est aussi très reconnaissant. Cette rentrée s'annonce sous les meilleurs auspices? Elle s'annonce sous des bons auspices, mais je suis impatient de voir les résultats. Vous savez, on est en crise depuis le mois de mars 2020, c'est donc long. Et si en principauté, on a continué à faire des spectacles avec des jauges limitées à 50%, les autres pays qui nous entourent ont arrêté de jouer. La Suisse, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, etc. etc. Et on constate quand même partout aujourd'hui, au moment de la reprise, que les spectateurs se précipitent beaucoup moins qu'attendu. Certains pensaient, et je n'ai jamais pensé ça, parce que dès le début de la crise, j'avais donné une interview en disant que je ne croyais pas au grand soir, dès qu'on va dire c'est fini, tout le monde retourne. Et ça ne s'est pas passé du tout comme ça. On s'en rend compte aujourd'hui. Mais comment l'expliquer? Mais parce que quand vous perdez l'habitude de faire quelque chose,
c'est dur parfois de la reprendre. Les gens, pendant 18 mois, ont pratiqué la culture d'une autre façon, grâce à la télévision, grâce à Internet. La crise, même quand on retirera le masque, ce que j'espère le plus rapidement possible, parce que ça voudra dire que tout va bien, ou tout est rétabli, il va falloir revenir sérieusement à nos fondamentaux, et nous allons devoir, nous, institutions culturelles, et je dis nous, pas en principauté spécialement, en général, aller à la recherche de notre public, susciter les occasions, les envies, le partage. La vie d'avant, peut-être, donc. Elle ne sera pas comme avant. Je pense qu'elle ne sera pas comme avant, mais peut-être elle sera meilleure. Venons-en à parler de cette programmation. Donc, première date le 8 octobre, un récital. Oui, quels seront les temps forts de cette saison ? Une nouvelle production du Turc en Italie avec Cecilia Bartoli qui me succédera, les musiciens du Prince en janvier, la présence de l'Opéra de Monte-Carlo à l'Opéra de Vienne, ce qui est un événement considérable. C'est la première fois dans notre histoire qu'on nous donne les clés du théâtre pour 15 jours pour faire un certain nombre de représentations, Turc en Italie, Cenerentola, concert, Monaco, l'Opéra de Monte-Carlo et le guest star de l'Opéra de Vienne cette année, et ça n'est jamais arrivé. La création in loco, c'est-à-dire in situ plutôt, de Wozzeck, d'Alban Berg, qui est un grand chef-d'œuvre du XXe siècle, que je voulais absolument faire, parce que les grands chefs-d'œuvre du XXe siècle ont leur place à l'Opéra de Monte-Carlo, qui a toujours été un théâtre d'avant-garde. Et puis, voilà, à la fin de l'année prochaine, pour la fête nationale, la damnation de Faust. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre qui avait été montée par mon génial prédécesseur, Raoul Gainsbourg, qui l'avait créée pour la scène. Oui, là, c'est un clin d'œil à l'histoire. Hein. C'est un clin d'œil à l'histoire. Finir, je ne dirais pas en beauté, mais avec un acte artistique important. Vous avez mentionné le nom de Cecilia Bartoli. Comment se passe cette transition, cette transmission de témoins ? Elle vous remplacera officiellement début 2023. Oui, alors, ça se passe on ne peut mieux, puisque j'avais annoncé mon départ en décembre 2019, laissant devant nous, en parfait accord avec le souverain, bien sûr, et la princesse Caroline, présidente de notre conseil d'administration, j'avais souhaité une telle avance pour laisser le temps à Cecilia Bartoli de prendre ses marques et de préparer en 3 ans à l'avance, une programmation. Vous serez toujours à la tête des Corrigis d'Orange, vous serez encore élu au Conseil national. Vos ambitions, vos projets pour 2023, c'est peut-être aussi une implication encore plus importante sur la scène politique monégasque ? J'ai des projets ici en Principauté, j'ai des projets à Paris très importants qui sont en train de se mettre en place. J'ai des projets en Australie, je dois faire une nouvelle production de Norma à Sydney et Melbourne. Enfin, j'ai des projets jusqu'en 2025. Donc, comme disait le général, je n'ai pas peur du vide, j'ai plutôt peur du trop-plein. Franchement, c'est une joie. J'ai fait mon 2e mandat. C'est une joie intense que d'être au Conseil national. On y travaille très bien. Parfois, on s'y affronte. Hein, parfois, on n'est pas d'accord, soit avec ses collègues, soit avec le gouvernement. On verra bien de quoi demain sera fait. Il ne faut pas se presser. Il faut savoir passer le flambeau quand il est temps. On verra bien si en politique, il est temps ou pas. Merci beaucoup, Jean-Louis Grinda, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions avec toujours beaucoup de franchise. Et l'on donne donc rendez-vous au public le 8 octobre pour ce premier récital. Merci à vous. Merci. Et en prélude à cette saison, sachez que vous pourrez découvrir sur notre antenne le dimanche 3 octobre l'opéra Boris Godounov à 16h. Cet opéra avait été donné en avril dernier. Les événements culturels vont donc bénéficier de ces jours meilleurs qui se présentent sur le front de la pandémie de Covid. Les congrès, eux aussi, tournent à plein régime. Ils s'enchaînent depuis le début du mois de septembre. Et parmi les grands rendez-vous du calendrier du tourisme d'affaires à Monaco, il y a LuxPack, un condensé des tendances actuelles en termes d'innovation, de respect de l'environnement ou de design dans le domaine de l'emballage de luxe. Christinda Thomel et Sylvain Péroumal sont allés de découverte en découverte au Grimaldi Forum. 450 exposants issus de 98 pays pour ce salon émérite dans le packaging de luxe, de l'horlogerie à la mode en passant par l'épicerie fine, les cosmétiques ou encore la parfumerie. Les secteurs représentés sont riches et variés.
Le monde de l'emballage attire tous les ans des consommateurs en demande de nouveautés et de fraîcheur. Le salon Luxpack est le premier salon multisecteur à rouvrir ses portes depuis la pandémie. Une aubaine donc pour les visiteurs venus en nombre pour cette nouvelle édition. Alors plus européens, très international toujours, des exposants du monde entier, mais effectivement tout ce qui est long courrier, on a un peu moins d'asiatiques forcément et d'américains également. À travers nos animations, en fait, on a mis 3 choses particulièrement en avant. Le packaging éco-conçu à travers notre compétition Luxpacking Green. Ensuite, on a mis en avant également une thématique sur la Chine avec un partenariat avec 100 degrés, China Key, qui en fait propose des visios avec des experts pour mieux comprendre comment travailler avec le marché chinois. Et enfin, on a un partenariat également qui s'appelle Cara, c'est une découverte en fait de nouveaux matériaux en association avec des laboratoires de recherche. Les meilleures innovations sont également mises en avant lors du concours intitulé Luxpacking Green, qui récompense les meilleures solutions éco-conçues et démarches responsables des exposants, comme cette année une bouteille conçue par la société Estal qui a remporté tous les votes. Les bouteilles sont conçues principalement à la base de le matériel, c'est le Wild Glass. Nous, on travaille spécifiquement avec du verre 100% recyclé, PCR, c'est-à-dire Post-Consumer Recycle, c'est-à-dire on prend des bouteilles du marché, des conteneurs, de fenêtres, et on fait de nouvelles bouteilles. On a travaillé pour la réduction de poids et on a travaillé surtout pour tout ce que c'est la partie de la forme. Pourquoi la forme? Parce qu'il y a des finitions qu'on a fait qui nous rappellent un petit peu les anciennes bouteilles de whisky, de Porto, etc. Et qu'en plus, ce sont des formes rondes, faciles à travailler. Des conférences sont également organisées pour permettre de répondre aux nombreuses interrogations, comme par exemple comment faire abstraction du plastique à court, moyen ou long terme, quel emballage pour un futur plus respectueux de l'environnement, ou encore quelles sont les attentes des consommateurs et quels sont les enjeux de durabilité dans le secteur du luxe, autant de réponses, de tendances et de statistiques dévoilées à l'occasion de ce salon Luxpack. C'est l'une des caractéristiques de Monaco, l'une de ses forces et richesses aussi certainement. De très nombreuses communautés étrangères résident en principauté. Et depuis plus de 10 ans maintenant, à l'initiative de Louisette Lévy-Soussan-Adzoaglio, un club les fédère, le club des résidents étrangers de Monaco. Combien y a-t-il de membres? Quelles sont les missions du CREM? Le nombre d'expatriés étrangers a-t-il évolué avec la crise? Toutes les réponses à ces questions avec le directeur du CREM. Bonsoir Chris Donte. Bonsoir Patricia. C'est la rentrée aussi pour le CREM. La vie du club des résidents étrangers de Monaco reprend un cours presque normal ou tout à fait normal? Le club a un petit peu subi, comme tout le monde, la crise sanitaire. Et c'est vrai que nous sommes heureux de pouvoir reprendre à peu près normalement nos activités, toujours dans le respect des conditions sanitaires, mais c'est vrai que tout doucement, on sent que les membres reviennent, les activités reprennent, et donc c'est un bonheur pour tout le monde. Alors un petit rappel, même si la réponse est en partie dans le nom, qui sont les adhérents du CREM ? Alors les adhérents du CREM sont des résidents étrangers qui viennent s'installer ici en Principauté. Donc on a plus de 500 membres aujourd'hui qui font partie de notre club, de 45 nationalités différentes, que ce soit des Européens, des Américains, des gens du Moyen-Orient. Et donc ce sont des gens qui veulent s'intégrer finalement à la vie sociale de la Principauté, car comme vous le savez, le CREM organise énormément d'activités et toutes ces activités sont là finalement pour que les gens se rencontrent et se sentent bien ici en Principauté. Oui, votre rôle, c'est un peu un rôle de coordonnateur, de facilitateur, d'interface ? C'est vrai que moi je suis là pour que les gens se sentent à l'aise, pour que les gens se rencontrent et passent des bons moments ensemble. Mon rôle c'est aussi de mettre en valeur la Principauté parce qu'elle a tellement de belles choses à offrir. Et c'est vrai que beaucoup de nos membres ont dû quitter leur pays d'origine pour venir s'installer. Donc ils sont un petit peu novices pour la Principauté. Et donc c'est vrai que nous, on est là pour faire en sorte qu'ils puissent pleinement profiter de la Principauté, de toutes les possibilités, les facilités qui existent, et aussi les faire se rencontrer entre eux pour que voilà, une nouvelle famille se crée ici en Principauté pour eux.
de par vos missions, vous êtes très bien placé au CREM pour faire un point sur l'évolution de la communauté étrangère résidente, ou plutôt des communautés étrangères. Est-ce que la crise a freiné les arrivées ou a contribué à une forme d'exode vers Monaco ? Dans un premier temps, elle l'a un petit peu freiné parce qu'en effet, il était un petit peu difficile de simplement voyager. Mais je crois que Monaco a su montrer qu'il avait très bien géré la crise et je crois que déjà on voit des nouveaux résidents arriver et dans le futur certainement parce que voilà, je crois que les gens se sentent ici en sécurité, voient que le gouvernement répond aux questions des résidents étrangers et j'aimerais vous dire d'ailleurs, dans beaucoup de démocraties, on voit aujourd'hui que le problème de l'étranger divise pas mal de pays. Ce n'est pas le cas ici à Monaco. Je crois qu'on est un des seuls pays où 130 nationalités peuvent coexister en parfaite harmonie. Et pour ça, je crois que c'est très intéressant et très important pour les résidents étrangers qui viennent ici. Je crois que c'est vraiment un atout de la principauté que autant de nationalités étrangères puissent coexister en harmonie. Oui, et puis je crois que si l'idée d'un confinement devait venir à se profiler de nouveau, j'imagine aussi que le cadre monégasque a peut-être donné des envies à certains et se sont dit, si on doit revivre ce genre de période, autant le revivre ici. En effet, de par le témoignage des membres, c'est vrai que par rapport à d'autres pays, et là je suis un petit peu le porte-parole des résidents étrangers, mais la plupart des résidents étrangers ont énormément apprécié toutes les actions du gouvernement. Je crois que malgré les restrictions qui étaient en place, on a quand même pu vivre une situation qui était un petit peu moindre que ce que d'autres pays pouvaient vivre. Et donc je crois qu'en effet, Monaco a sorti un petit peu son épingle du jeu et a montré aux étrangers que finalement venir à Monaco, c'était aussi un gage de sécurité, que ce soit sanitaire ou que ce soit dans d'autres domaines. Qu'allez-vous proposer dans les mois qui viennent à vos adhérents ? Alors le programme sera très complet. On a commencé hier soir avec un cocktail de rentrée où on a eu l'honneur d'avoir la présence de Monseigneur et je crois que cela témoigne des liens forts qui unissent les résidents étrangers et les principautés. On recevra aussi au mois de novembre le ministre d'État qui viendra lui aussi à la rencontre des résidents étrangers pour parler un petit peu des questions qui leur sont propres. On aura l'ambassadeur de France. On aura aussi la chance de faire une visite de la sûreté publique. Donc je crois que ça sera très intéressant pour les membres et les résidents étrangers de voir un petit peu comment Monaco fonctionne. Et puis on va finir l'année avec un très beau gala de Noël. Donc voilà, un programme très rempli et qui excite beaucoup les membres de CREM. Voilà donc des activités à mi-chemin entre information sur la résidence et loisirs. Chris Don, directeur du CREM, le club des résidents étrangers de Monaco. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Patricia. L'exposition universelle de Dubaï va bientôt débuter. Nous avons vu dans notre édition de samedi que tout est prêt sur place au pavillon de Monaco pour accueillir le public qui pourra déguster des spécialités préparées par l'un des grands chefs de Monaco, Vanessa. Avec pour thématique Monaco 360 degrés, un monde d'opportunités. Le pavillon Monaco, qui occupe plus de 1700 mètres carrés, a été imaginé pour surprendre et fasciner, à tel point que le célèbre Café de Paris a été reproduit sur place. Je vous propose d'écouter Philippe Johannes, le directeur des événements culinaires à la SBM. Il revient sur le défi qui lui a été lancé. Le challenge, c'était de trouver déjà des produits pour pouvoir faire des essais sur les spécialités monégasques, entre autres le barbadjan. Donc on a commencé aujourd'hui à faire des tests de pas mal de produits et les barbadjans sont bien appréciés comme vous pouvez le constater. C'est le démarrage, c'est la journée de rodage. Les équipes présentes du Beach, du Monte Carlo Bay, du Café de Paris bien évidemment qui m'accompagnent sont là depuis une quinzaine de jours. On fait un gros boulot de fond, on est ravis, on est parti pour un marathon de 6 mois. Dubaï Expo 2020 ouvrira ses portes le 1er octobre. Il s'agit du plus grand événement organisé depuis le début de la pandémie.
Et enfin, cette information pratique, Vanessa. Oui, elle concerne le bureau de poste de Monte-Carlo. Une fermeture exceptionnelle est prévue jusqu'au jeudi 30 septembre. En effet, d'importants travaux techniques et informatiques sont actuellement en cours. Tous les objets habituellement mis en instance seront donc à retirer à l'espace dédié aux boîtes postales. Un guichet temporaire est disponible de 8h à 19h. Nous suivons régulièrement les actions menées par les enfants de Francky et nous vous emmenons aujourd'hui à Cannes où plusieurs milliers d'euros alloués par l'association monégasque ont permis au centre Parents-Enfants Excelsior de créer un sentier sensoriel. Sandrine Nègre et Orazio Gaggino s'y sont rendus. Être au contact de la nature dès le plus jeune âge, voici l'un des objectifs poursuivis par ce centre d'accueil parents-enfants. Objectif atteint, comme le prouve l'inauguration de ce sentier sensoriel dans ce lieu vert qui comprend aussi un potager pédagogique et un espace atelier. Nous avons la chance d'être dans un parc qui est très arboré, avec des espèces variées, très anciennes, bien entendu des animaux qui l'habitent, des oiseaux, des écureuils, etc. L'idée a été, pourquoi pas aménager cet espace. Voilà. Nous avons donc travaillé sur le projet et présenté ce projet à l'association et ce projet nous a été entièrement financé. 17 200 € ont été mobilisés par l'association Les Enfants de Francky. Elle multiplie les actions en faveur de l'enfance des Alpes-Maritimes tout au long de l'année. Je ne savais pas qu'il y avait 10 000 mètres carrés de jardin, vous figurez-vous, parce que chaque fois que je visite, ou avec le clown, ou avec Noël, ou une chose et l'autre, je ne suis jamais allée dans le jardin parce que effectivement, je reste à côté des enfants. Et là, je découvre aujourd'hui, parce que quand ils sont passés tous les papiers avec le conseil d'administration, je dis oui pour un jardin sensoriel. Et l'arbre, évidemment, j'étais très contente. Les enfants qui séjournent au centre Parents-Enfants Excelsior de Cannes pourront aussi, dans cet espace, apprendre plusieurs gestes éco-citoyens bienveillants, comme celui de ne pas laisser de déchets dans la nature. Enfin, l'été indien va-t-il se poursuivre demain encore? Est-ce que la situation demeurera inchangée mercredi, Vanessa? Oui, car la journée restera en partie ensoleillée. Malgré quelques passages nuageux insignifiants, les températures seront toujours très agréables. Entre 17 et 25 degrés, le soleil se lèvera à 7h23 et se couchera à 19h17 et nous fêterons les Michel. Ainsi se referme ce journal. Rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Nous nous quittons avec les photos du jour de Stéphane Dana et l'hommage à Lucien Alavena dont nous vous parlions en début de journal. Son nom a été donné à un site historique d'RMC à la Madone, à Peille, lui qui a largement contribué à la belle réussite de la radio. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.